Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence en direct organisée par le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 et la délégation de Belgique du souvenir napoléonien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marina van der Rovera, la déléguée du souvenir napoléonien depuis 2011. Le souvenir napoléonien est la plus ancienne association du monde, créée en 1937, et le siège se trouve à Paris. Nous avons des délégations en France, en toute l'Europe et en Colombie, et nous organisons en Belgique une dizaine d'activités par an. Nous publions également une revue 4 fois par an. Si vous avez envie de vous joindre à nous, à cette grande famille napoléonienne internationale, je vous prie de consulter notre site www.souvenirnapoléonien.org. L'année 2021 étant la dernière année des bicentenaires napoléoniens, nous avons choisi comme thème de cette conférence Napoléon raconté par les derniers témoins, animé par l'historien que vous connaissez tous, David Chantran, qui est également commissaire de l'exposition de Waterloo à Sainte-Hélène, que je vous conseille vivement de visiter ici même au mémorial. Il s'agit donc du récit des échanges jour par jour entre Napoléon, ses compagnons et ses geôliers britanniques à Sainte-Hélène. Je vous souhaite une agréable soirée en distance, mais tous ensemble. Prenez soin de vous et je vous fixe déjà rendez-vous le 27 juin pour notre prochaine activité sur Ligny cette fois-ci. Monsieur Chantran, c'est à vous. Merci beaucoup. Tout d'abord, mesdames et messieurs, chers amis, n'hésitez pas sur la page à vous inscrire parce que pour commenter et poser des questions, si éventuellement vous en avez, ce sera beaucoup plus facile, évidemment, pour le faire dans ces conditions. À Sainte-Hélène, entouré de quelques fidèles officiers et domestiques, Napoléon vit entre 1815 et 1821 dans des conditions extrêmes. Sur cette île, balayée, on le sait, par les alizés, installé dans un bâtiment humide, l'empereur s'épanche auprès de ses intimes et avec eux, il s'apprête à gagner sa dernière bataille, celle de la légende. Mais il leur dicte ses souvenirs, il avoue ses fautes, tout en cherchant à montrer l'acharnement de ses adversaires contre la France. Il élabore d'ailleurs ce qui doit servir à ses successeurs, un manuel politique doublé d'une importante série de commentaires ou de conseils. Ses confidences de captifs à Lascaz, à Bertrand, à Marchand, à Montholon, à Ly, O'Meara, Gourgaud, Antomarchi, mais aussi à d'autres témoins qu'on connaît peut-être moins, comme Albine de Montholon, Betsy, Balcombe, et même face à face avec Hudson Lowe. Tout cela constitue un formidable testament à destination des générations suivantes, dessinant une sorte de portrait original en creux de Napoléon tel qu'on ne l'a jamais vu. C'est le sens de l'anthologie que nous vous présentons aujourd'hui et de ces extraits, justement. Ce n'est pas un joli séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte, je serais à présent maître de tout l'Orient. C'est par ces mots que rapporte justement le général Gourgaud que Napoléon découvre Sainte-Hélène le 15 octobre 1815. Il ignore à ce moment-là qu'il va passer sur l'île 1973 jours. À bord du Northumberland, ce navire sur lequel il a pris place au large de l'Angleterre, il aperçoit donc au milieu des rochers noirs quelques petites maisons de la seule ville qu'il est possible d'atteindre par chaloupe, Jamestown. La ville compte à peu près 5000 habitants, dont 218 esclaves noirs et 429 hindous, malais et chinois. Nous sommes, bien entendu, sur la route des Indes. Napoléon, avant de se rendre à terre, reçoit la visite du gouverneur. Ah, ce n'est pas celui que vous imaginez. C'est encore George Cockburn. Cockburn qui l'a emmené sur place, et surtout le colonel Wilkes qui le seconde. Le site qu'on lui destine au cours des prochains mois a déjà été choisi, mais avant qu'il ne puisse en prendre possession, de nombreux travaux sont encore nécessaires. En attendant donc, un premier domicile lui est attribué, ce sera Porteous House.
L'empereur quitte donc le navire qu'il connaît maintenant dans les moindres recoins. Il salue le capitaine Ross qui a dirigé sans encombre le bâtiment à travers l'Atlantique et il part, si l'on peut dire, à l'aventure. Il monte à bord d'une chaloupe suivi d'une seconde où ont pris place ses plus proches compagnons et l'empereur accoste. Nous sommes le 17 octobre 1815 au soir. L'entourent donc de nombreuses personnes. Emmanuel de Lascaz, c'est un ancien maître des requêtes au Conseil d'État qui a vécu à Londres avant de retrouver l'empereur à l'Élysée en juin 1815. Donc il parle anglais, Lascaz. Il devient le principal confident de l'empereur. Il est assisté lors des dictées qui suivront par son fils, également prénommé Emmanuel. C'est un officier d'ordonnance, devenu général lors de la campagne de 1815, qui est aussi auprès d'eux. Il se nomme Gaspard Gourgaud. Et Gourgaud a été choisi au tout dernier moment pour faire partie de ce voyage. À leur côté, le fidèle entre les fidèles, qui a d'abord été choisi bien sûr comme gouverneur des provinces illyriennes, ce qu'il était auparavant, mais comme grand maréchal du palais, le général Henri Gatien Bertrand, devenu donc grand maréchal du palais en 1813 et originaire de Châteauroux. Il a suivi Napoléon à l'île d'Elbe avant de l'accompagner avec son épouse Fanny, elle-même britannique, ce qui est important dans ces conditions, et de leurs enfants lors de ce dernier exil. D'ailleurs, Fanny, l'épouse de Bertrand, Fanny dira en voyant Sainte-Hélène, cette île, si vous me permettez l'expression, cette île a été chiée par le diable. Enfin, Charles Tristan de Montholon-Sémonville, ancien aide de camp, est ici le chambellan de Napoléon. Son épouse, depuis 1812, Albine Hélène de Vassal, donnera naissance, 8 mois après son arrivée, à une petite fille prénommée Napoléone. À chaque moment de la journée, l'empereur dispose à ses côtés d'autres personnes. Bien sûr, il y a la domesticité. On compte par exemple Louis-Joseph Narcisse Marchand, son premier valet de chambre depuis 1814, qui est serviable et direct. On remarque aussi un personnage un peu étonnant, qui se prénomme Louis-Étienne, de son nom Saint-Denis, mais que tout le monde appelle, très étrangement, le Mamelouk Ali. Mais il n'a de Mamelouk que le nom, ou du moins l'attribution, c'est le garde du corps. Mais il servira de bien d'autres choses, parce que Ali occupe surtout la place du fameux Roustan, qui a quitté l'empereur depuis la première abdication, et qui fait donc office non seulement de garde du corps, mais aussi par sa formation de responsable de la bibliothèque et des archives. Il est un personnage très important et qui nous permettra de comprendre au quotidien ce qui se passe à Longwood. Enfin, un dernier personnage, chirurgien du Bel Air au fond depuis du Northumberland, c'est un Irlandais, un certain Barry Edward O'Meara, qui s'occupe de la santé de l'empereur avec le titre de premier médecin. Tous, sans exception, rapporteront les différents témoignages de Napoléon. Mais du côté des Anglais, on se méfie, d'abord militairement. Personne ne souhaite répéter les mêmes erreurs qu'à l'île d'Elbe. Même si Napoléon en était le souverain, il avait réussi à se jouer de ses gardiens et à tromper leur vigilance. Alors pour surveiller Napoléon et empêcher qu'on vienne le chercher, des centaines de canons seront tournés vers l'océan. Image suivante. L'île a été découverte par les vaisseaux portugais d'Anova en 1502, le jour justement de la Sainte-Hélène, d'où ce nom. Elle a d'abord servi de port pour faire égade à des aventuriers se dirigeant vers l'Amérique du Sud ou l'Extrême-Orient. Et les Hollandais, plus d'un siècle après la découverte par les Lusitaniens, se sont emparés en 1633. Mais ça, c'était avant que les Britanniques, en 1659, juste au moment d'ailleurs, à la suite de Cromwell, à la mort d'ailleurs de celui qui allait prendre le pouvoir, eh bien, ont laissé les colons s'y installer. Et à la fin de l'année 1673, eh bien, cette île de Sainte-Hélène a été confiée à la direction de la Compagnie des Indes orientales. Cette île, justement, elle est très importante. Et non seulement elle est importante, mais c'est chez un agent du Trésor qui œuvre pour la Compagnie des Indes orientales, un certain William Balcombe, âgé alors de 36 ans, que Napoléon décide de s'installer pour moins de 2 mois. On se rappelle que Longwood, la maison qui lui est destinée, n'est pas prête. Donc, Napoléon, eh bien, pour être plus exact, s'invite
chez les Balcombes. La rencontre s'est faite au détour d'une promenade dans les environs de la maison. Et dans un premier temps, il fait connaissance avec l'épouse et les deux filles de 16 et 14 ans, puis des deux garçons de 7 et 5 ans. La plus jeune des sœurs de la fratrie, prénommée Lucia Elisabeth et appelée familièrement Betsy, lui a fait forte impression à Napoléon. Avec ses yeux bleus, son comportement particulier et son franc-parler, elle contraste un peu avec tout ce que Napoléon a connu depuis plus de 20 ans, où tout le monde était aux petits soins et même avec déférence. Elle n'en a cure. Elle parle à Napoléon exactement comme si c'était un ami. Et c'est ça aussi qui va permettre à comprendre qui était véritablement cet homme qui avait tant impressionné l'Europe. Dans ses souvenirs, Betsy, image suivante, racontera plus tard. Tout le monde ici ignorait le retour de l'île d'Elbe et la campagne si féconde en événements qui en est résulté jusqu'à Waterloo. Betty raconte « Je me souviens parfaitement de la stupéfaction générale avec laquelle on accueillit l'annonce de la captivité de Napoléon parmi nous. Personne ne voulait y croire. Passé l'étonnement, elle avoue même, je cite, « J'éprouvais tout d'abord une épouvante extrême. J'eus le vague pressentiment que quelque terrible malheur nous menaçait tous. J'en avais une sensation indéfinissable. Les idées les plus anciennes que je m'étais faites de Napoléon me le représentaient comme un grand ogre, un géant, avec un gros orteil et un œil rouge, flamboyant au milieu du front. Des dents longues, saillantes, hors de la bouche, avec lesquelles il déchiquetait et dévorait les petites filles qui n'étaient pas sages, et surtout celles qui n'apprenaient pas leurs leçons. Mais les journées qu'elle passe auprès de lui vont lui faire comprendre que cet homme est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme qu'on a bien voulu lui présenter autrefois. Alors pour l'heure, les Français visitent les Briards, un lieu enchanteur, un jardin d'Éden, un véritable paradis, avec sa magnifique allée de banians qui conduisait, elle-même flanquée à droite et à gauche de laquiers gigantesques, entremêlés au hasard de grenadiers et de myrtes. Appréciant le cadre, image suivante, Napoléon s'enquiert très vite auprès de la famille, non de la maison qu'ils occupent et qu'ils ne sauraient abandonner, mais du logement annexe que l'on aperçoit, modeste pavillon qui comporte une seule pièce avec étage. Est-il possible d'être accueilli ici? Mais oui, forcément. Et donc Napoléon, au milieu des anonymes qu'il côtoie, rencontre toutes les personnes qui seront maintenant à ses services. Et au hasard des promenades, il découvre un vieil esclave, installé là depuis près de 40 ans et qui répond au nom de Toby. Avec Toby, une certaine complicité va s'instaurer entre Napoléon et cet homme dont la condition est misérable. Et d'ailleurs, l'empereur est sensibilisé par son sort si douloureux. Souhaite-t-il d'ailleurs réellement lui racheter sa liberté comme on le prétend? Et comme d'ailleurs il en fait la demande au gouverneur Cockburn. Lascaz, qui est toujours aux côtés de Napoléon, raconte, sur l'image que l'on voit avec la petite Betsy qui lui offre des fleurs, on voit à côté Toby qui apparaît à côté. Et Lascaz rapporte les mots de Napoléon, « Ce pauvre Toby que voilà. C'est un homme volé à sa famille, à son sol, à lui-même, vendu. Peut-il être de plus grands tourments pour lui, de plus grands crimes dans d'autres? Si ce crime est l'acte du capitaine anglais tout seul, c'est à coup sûr un des hommes les plus méchants. Mais s'il a été commis par la masse de l'équipage, ce forfait peut avoir été accompli après tout par des hommes peut-être pas si méchants que l'on croirait, parce que c'est la perversité qui les a emportés. » Toby, cet homme si important pour Napoléon, qui comprend ce qu'est maintenant l'esclavage. Il confie même à Lascaz ce que c'est pourtant que cette pauvre machine humaine. Pas une enveloppe qui se ressemble, pas un intérieur qui ne diffère. Et c'est pour se refuser à cette vérité qu'on commet tant de fautes. Faites de Toby un Brutus, il se serait donné la mort. Un Ésope, il serait peut-être aujourd'hui le conseiller du gouverneur. Un chrétien ardent et zélé, il porterait ses chaînes en vue de Dieu et les bénirait. Pour le pauvre Toby, il n'y regarde pas de si près, il se courbe et travaille innocemment. Pour l'heure, il faut bien avouer aussi que Napoléon s'amuse des petits divertissements que lui gratifie Betsy, qui est si douce, si calme, et qui d'ailleurs lui permet un petit peu de rire à gorge déployée, ce que Napoléon n'a quasiment plus fait depuis tant de mois. On se rappelle la Russie, la campagne
la campagne d'Allemagne, la campagne de France, le retour de l'île d'Elbe, des moments où il était loin d'envisager tout cela, ici à Waterloo. Mais avec Betsy, il s'amuse, se divertit. Un jour, elle lui subtilise son épée et menace de le tuer. Une autre fois, elle fait s'ébrouer devant lui son chien qui vient tout juste de prendre un bain. On imagine la surprise. Mais Napoléon se laisse faire. Comme s'il était redevenu le petit insulaire de Corse qu'il était autrefois. Il retrouve l'innocence, la naïveté qui a tant manqué à son quotidien. Malheureusement pour lui, ce temps est bien vite résolu. Et révolu surtout, parce que en décembre de cette même année 1815, le 11 pour être précis, les affaires de la délégation française sont réunies et transportées le jour même sur les hauteurs de l'île, image suivante, au sommet d'un plateau balayé par les vents, situé à une altitude de près de 500 mètres, et qui parfois subit des écarts de température si importants qu'on compte jusqu'à 14 degrés de différence entre Jamestown, la ville principale, et cet endroit perdu au milieu de nulle part. Ici, c'est Longwood. La maison était la résidence d'été du sous-gouverneur Skelton, puis celle de Cockburn pendant quelques semaines. Mais elle ne dispose plus du confort des Briards. Loin s'en faut. Et le plateau est très boisé, d'où d'ailleurs son nom, de Longwood, le long bois, et qui domine d'ailleurs un autre bois appelé Deadwood, le bois mort, qui pendant des siècles a été une réserve naturelle pour Sainte-Hélène, mais qui ne laisse pas augurer d'un très joli séjour. Ce n'est qu'après quelques temps qu'un important poste de garde s'instaure avec des sentinelles, postés de 15 mètres en 15 mètres autour de sa maison, de 9 heures du soir jusqu'à l'aube. La modeste maison est donc placée au plein centre du plateau, et construite depuis à peine une trentaine d'années parce que tout à cet endroit est obligé d'être reconstruit perpétuellement. Ça ne cesse de pourrir et de moisir dans des conditions extrêmes. Les pièces de la maison sont également très modestes, disposées en forme de T après la véranda, au fameux treillage identifiable, on trouve un vestibule qui sert de parloir, d'antichambre, puis un grand salon, et à gauche, une chambre qui deviendra vite bibliothèque. Là, on accède à une salle à manger, un cabinet de travail, une chambre à coucher. Et celle-ci se prolonge ensuite avec l'indispensable salle de bain, dont d'ailleurs la baignoire est ici exposée au mémorial de la bataille de Waterloo 1815, avec une chaise percée et derrière un paravent à 6 feuilles de bois laqué. Et derrière cet ensemble, un simple vestibule qui conduit aux offices et à quelques logements réservés aux serviteurs. Et puis quelques baraquements, pouvant accueillir à la fois les chevaux et les matériels. Avec l'aide de Lascaz, Napoléon, et surtout le fils de Lascaz, image suivante, se remet à travailler. Et dès le lendemain de son arrivée, il souhaite se mettre à l'ouvrage. Mais en avril 1816, tout change, avec l'arrivée d'un nouveau gouverneur, Hudson Lowe. Il remplace Cockburn avec le titre de lieutenant-général, en bénéficiant d'un traitement beaucoup plus important. Vis-à-vis de Napoléon, on se dit que les deux hommes sont faits pour s'entendre. Lascaz est un personnage qui a commandé, qui aurait pu d'ailleurs avoir de très bons échanges avec l'empereur. Il est natif de Galway en Irlande. Il est décrit par ses pairs comme franc, loyal, mais on le dit un petit peu soupçonneux et surtout pointilleux à l'extrême. C'est tout sous son expérience qu'il désigne. Lui-même, au cours de ses 30 années de carrière, Hudson Lowe, il a dirigé des régiments de Royal Corsican Rangers, donc il comprend les Corses. Il est donc tout trouvé pour s'occuper du sort d'un ancien Corse, ou d'un Corse éternel, comme Napoléon. Pourtant, immédiatement après son arrivée, Hudson Lowe veut rencontrer celui qu'il appelle Bonaparte. Après une première tentative le 16 avril 1816, la rencontre se tient véritablement le lendemain. Elle débute calmement. Les deux hommes se jaugent pendant un quart d'heure. Conversent en italien, ils le parlent tous les deux, langue de jeunesse pour l'un, et puis souvenir de campagne pour l'autre. Les suivantes seront moins aimables, d'autant que Napoléon le trouve tout de suite hideux. Il dit d'ailleurs de lui qu'il a une figure de hyène, une démarche saccadée. Il supporte mal, comme il le dit à son entourage, ce ton un peu doucereux, ses yeux gris fuyants, profondément chassés dans les orbites,
à demi enfouis sous d'épais sourcils broussailleux, qui accusent la dureté de leur expression. Le 30 avril, si l'on en croit toujours Lascaz, Napoléon, je cite, l'a admis dans sa chambre, bien qu'il ne fût pas habillé et se trouva obligé de garder son canapé. Il avait parcouru vis-à-vis de lui, dans le calme le plus parfait, tous les points qui pouvaient se présenter naturellement à l'esprit. Mais juste après, alors que dans l'ensemble tout s'est déroulé dans le respect, l'empereur a subitement cherché à protester contre le fameux traité du 2 août qui le constitue prisonnier des Européens. Les monarques ont déclaré proscrit et prisonnier celui qui les avait combattus. Alors Napoléon le demande à Hudson Law. Comment se fait-il, de quel droit ces souverains se permettent-ils de disposer de moi sans ma participation? J'ai été leur égal, leur dit-il, et j'ai parfois été leur maître. Le mot est prononcé. Il a été leur maître. Ça fait sursauter le gouverneur. Il ne pardonnera jamais l'affront. Alors Napoléon prédit même, cet homme qui vient de sursauter, alors qu'il est reparti, sera non seulement mon geôlier, mais il sera surtout mon bourreau. Le 16 mai, troisième tentative, se solde par un échec, et s'achève par des éclats de voix. Après avoir échangé sur ses conditions de vie, Napoléon montre son exaspération. Il doute de la bonne foi de son surveillant, lequel s'est empressé de dire, je le cite, qu'il n'était pas venu pour recevoir des leçons. Réponse de Napoléon, ce n'est pourtant pas faute que vous en ayez besoin. Vous avez dit, monsieur, que vos instructions étaient bien plus terribles que celles de l'amiral. Sont-elles de me faire mourir par le fer ou par le poison? Je m'attends à tout de la part de vos ministres. Me voilà. Exécutez votre victime. J'ignore comment vous y prendrez par le poison, mais quant à m'immoler par le feu, vous en avez déjà trouvé le moyen. Ça me brûle de l'intérieur. En réalité, cette rancune trouve son origine ailleurs, ce qui contrarie et ne cessera d'agacer Napoléon, on le comprend. C'est ce fameux texte, cette texte convention du mois d'août 1815 qui le présente comme prisonnier, cet homme qui a dominé l'Europe. La France, surtout la France, la Russie et l'Autriche ont même choisi, pour mener ces basses œuvres, d'envoyer comme cerbère à Hudson Law le marquis de Montchenu, le comte de Balmain et le baron de Sturmer. 3 commissaires qui seront là pour surveiller le surveillant. Autant dire que c'est la deuxième lame qui va couper et qui va décapiter ce qui reste encore d'aspect si positif de Napoléon. La paranoïa va bien sûr s'engager entre les deux hommes et même dans toute l'île. Et tout le monde va comprendre que finalement, c'est une lutte importante qui se joue. On envisage d'embarquer Napoléon ? Certaines rumeurs prétendent même que le général Lallemand, que Hogendorp au Brésil, tentent par tous les moyens de faire évader Napoléon. Alors, la surveillance est encore plus accrue. Et Hudson Law prend des mesures. Il boucle les chemins de ronde. Il ferme les issues. Il surveille avec davantage d'acuité chaque mouvement. Et du côté des Français, on a bien compris, toute tentative de fuite est maintenant impossible. Après quelques jours, cette idée est vraiment abandonnée. Et jusqu'au bout, Napoléon acceptera le sort qui est le sien. Mais maintenant, il a compris que c'était une autre bataille qui était engagée. Le 18 août, lorsque Hudson Law quitte le face-à-face avec Napoléon, où ils se disent à peine quelques mots, l'empereur prétend, dans 500 ans, le nom de Napoléon brillera au-dessus de l'Europe, le nom de Castlereagh, le ministre britannique, et celui de Hudson Law ne seront connus que par la honte et l'injustice de leur conduite envers moi. Napoléon doit donc lutter non seulement contre ses adversaires, mais surtout contre l'ennui. Et pour ce faire, il faut dissimuler sa peine, sauver les apparences. Alors un règlement intérieur est instauré autour de l'ancien souverain. Pour préserver ses prérogatives et maintenir un semblant de cour, les grandes tenues civiles et les uniformes sont désormais de rigueur lors des réceptions et des dîners. Tout le monde est aux ordres, à la fois marchand, mais aussi le fameux maître d'hôtel Corse Cipriani, Santini, Gentilini, ainsi que le mamelouk, Ali, Noverra, Archambault, Rousseau, Pierron et Lepage. Tout le monde maintenant a compris qu'une autre lutte était engagée, celle pour la légende.
Lascaz, qui a refusé d'être considéré comme eux, se voue, lui, aux dictées impériales et se contente de cette seule charge. Il a reçu, je le rappelle, les attributions de secrétaire d'État. Mais de quel État, on l'ignore encore. À Montholon est revenu le titre également pompeux de maître des cérémonies. Mais de quelle cérémonie parle-t-on? Quant à Bertrand, dont la tâche est de surveiller et de vérifier que tout fonctionne, il se rend compte que finalement, ça n'est qu'une cour d'opérette dont il dirige les opérations. Jour après jour pourtant, comme autrefois aux Tuileries, à Saint-Cloud, à Fontainebleau, le rythme est immuable. Dès le lever, invariablement, à 7 heures, Napoléon s'habille d'une tenue légère avec le madras qui est exposé ici au mémorial. La robe de chambre, le pantalon de futaine. Il demande que l'on fasse entrer la lumière et bien réveillé se rase lui-même. La toilette est faite assez rapidement et une fois coiffé et parfumé, il se contente d'une tasse de café en guise de petit déjeuner et s'attelle tout de suite aux premiers travaux de la matinée. Selon les cas, une petite promenade à cheval. Quelques lectures précèdent ensuite le déjeuner qui est servi vers 10h, 10h30 où alternent viande, poissons, légumes et fruits arrosés de vin, le fameux vin de Constance qui vient du Cap. Puis la fin de matinée est consacrée aux dictées, à Lascaz, à Gourgaud, à Montholon, à Bertrand parfois, mais aussi aux rares lettres et missives que l'on peut envoyer, ainsi qu'à quelques entretiens privés, parce que Napoléon, au début, reçoit encore quelques rares visiteurs. Vers 2h, l'empereur s'immerge dans l'eau, parfois bouillante, de son bain. Mais après, comme le confie Ali, la baignoire n'ayant pas de conduite pour être vidée, on jette les eaux par la fenêtre. Et avec le temps, ces eaux s'infiltrent dans le mur qui finissent par s'introduire et séjourner sur la partie voisine de la fenêtre. Donc Napoléon choisit d'autres moyens, mais il garde toujours l'habitude de sa baignoire. Ensuite, selon les jours, selon les interlocuteurs, on travaille, on se balade, on continue de dicter, de lire les journaux pour s'imprégner de l'état d'esprit de ce qui se passe encore en Europe. Puis vient le temps du dîner. Celui-ci est précédé de jeux de salon, notamment des échecs, parce que Napoléon aime gagner, ça lui arrive de tricher parfois, et il est expert en la matière depuis son adolescence. Le repas est servi selon les règles toujours édictées en France du temps de la splendeur, préparé avec soin par le cuisinier, le page. Et selon les arrivages, de façon aléatoire, on trouve à la carte, après le traditionnel potage, un relevé, 2 entrées, un rôti et même 2 entremets. Mais tout ça est bien maigre par rapport à ce qu'on imagine. Ça n'a que le titre de ces entremets. C'est le seul moment d'échange véritablement où tout le monde converse le plus librement possible. Et ensuite, la soirée s'achève par les lectures, les mélodies jouées au piano par Madame de Montholon, quelques jeux, conversations, de plus en plus vaines, à mesure évidemment que les mois s'égrènent. Car le temps fait son œuvre. Et autant Napoléon aime encore à jouer avec les boules de billard, autant le temps lui paraît long. Depuis plusieurs mois d'ailleurs, Napoléon multiplie les sacrifices. Son budget s'amoindrit. Et oui, forcément, parce que Eutzenlo est de plus en plus méticuleux, vérifie que le budget est bien respecté, et au fil du temps, l'argent qui était nécessaire est vite englouti par tous les éléments qui environnent Napoléon. Et même si Napoléon continue de demander à son beau-fils Eugène des éléments, eh bien Longwood devient un panier percé. Image suivante. Chacun constate que l'humeur de Napoléon est détestable. Déjà, le départ de Lascaz, père et fils, le 30 décembre 1816, à bord du Griffon, a été un drame. Mais à peine l'empereur mécontent a-t-il eu le temps de rédiger ces fameuses lettres du Cap de Bonne-Espérance, ces observations sur le discours de Lord Bathurst, ces lettres de Sainte-Hélène, qui sont des diatribes distribuées et destinées à alerter sur son sort, que le sort s'acharne. Les uns après les autres commencent à quitter, j'allais dire, le navire. Pionkowski, ce Polonais, qui était venu pour apporter son soutien. Rousseau, Archambault, puis même Santini, sont partis à leur tour. Ce dernier d'ailleurs rallie Londres en 1817, en février, et il prend tout de suite contact pour expliquer dans quelles conditions vit Napoléon. Plus incroyable encore, alors qu'on ne l'imaginait pas comme cela, Gourgaud doit plier bagage. Lui qui était quand même si attaché à l'empereur est devenu demander son congé. Après de multiples atermoiements, menaces ou chantages lancés pendant 6 mois,
il a commencé à se brouiller avec Montholon. Et cette fois pour toujours parce que les deux hommes se sont provoqués en duel dès le 2 février 1818. C'en est trop. Il confie à Napoléon dans une lettre « Sire, au moment de m'éloigner de ce séjour, j'éprouve un sentiment bien douloureux. J'oublie tout. Je ne suis occupé que de la pensée que je vais me séparer pour jamais de celui à qui j'avais consacré toute mon existence. » Alors la réponse de Napoléon ne se fait pas attendre. « Monsieur le général baron Gourgaud, je vous remercie des sentiments que vous m'exprimez dans votre lettre d'hier. Je regrette que le mal de foi qui est si funeste dans ce climat ait nécessité votre départ. » On arrange l'opération. « Vous êtes jeune, vous avez du talent, vous devez parcourir une longue carrière. Je désire qu'elle soit heureuse. Ne doutez jamais de l'intérêt que je vous porte. » Et les deux hommes se quittent, bons amis. Mais 3 semaines plus tard, le 27 février, Cipriani meurt dans des conditions très étranges. Le choc est terrible. D'ailleurs, Gourgaud, qui est déjà parti, avait prédit avant de s'en aller « Selon moi, Sa Majesté regrettera plus Cipriani que n'importe qui d'entre nous. » Quel mal a bien pu emporter cet homme de confiance, celui qui, à ses heures perdues, servait également d'espion sur l'île à Napoléon? S'est-il suicidé? Rien n'est sûr. Et quel était son rôle exact? Il semble avoir emporté ses secrets avec lui. Et les mois suivants, la série des départs continue. Prenant congé pour 6 mois, la famille Balcombe a non seulement arraché des larmes à la jeune Betsy, mais Napoléon, visiblement élu et ému de cette opération, a tenu à essuyer le visage de la jeune fille avec son mouchoir. Le 25 juillet suivant, ça continue. C'est au tour maintenant du médecin O'Meara, qui a refusé de jouer le rôle d'espion qu'on a voulu lui imposer. Eh bien, il fait ses bagages, et il refuse donc de jouer le rôle d'espion que Hudson Law lui avait demandé de faire, et d'espionner Napoléon. Il part. Napoléon n'a plus de maître d'hôtel, n'a plus de médecin, et n'a plus la confidence de la petite Betsy. Parvenu en Europe, d'ailleurs, O'Meara va s'empresser de prendre la défense du proscrit par un livre qui fera grand bruit, la relation des événements arrivés à Sainte-Hélène postérieurement à la nomination de Sir Hudson Law. Autant dire que tout s'est noué à ce moment très précis. Les effectifs sont bientôt quasiment nuls. Mais ce n'est rien à côté du départ de l'intrigante épouse de Montholon. C'est même la mort dans l'âme que Napoléon a accepté qu'elle reparte vers la France. Mais pour lui, c'est l'abandon de trop. Elle est jeune, elle est vive, spirituelle, enjouée. Elle est surtout originaire de Montpellier. Elle a donné ce caractère un peu méditerranéen qui manquait tant à la cour de Napoléon. Alors bien sûr, elle pâtit d'une réputation peu flatteuse. Elle était mariée 2 fois avant de s'unir à Montholon. Elle était enceinte en 1815, je l'ai dit. Et elle avait suivi un peu à contre-cœur son général de mari dans cet exil. Mais après son accouchement en juin 1816, l'isolement qui continue de lui peser, eh bien, provoque cette proximité avec Napoléon pour adoucir son séjour. Et ça va lui apporter non seulement reconnaissance, mais surtout énormément de richesse. Mais cette relation s'est petit à petit distendue, et alors qu'elle a accouché ensuite d'une petite fille prénommée Joséphine, que tout le monde aura compris que Napoléon était le père, eh bien cette relation s'est distendue. Elle s'est rapprochée cette fois d'un jeune lieutenant britannique, un certain Basil Jackson. Et Napoléon n'y tient plus. Il demande à Albine de quitter l'île, ce qu'elle fait donc le 7 janvier 1819, s'éloignant pour toujours et repartant vers la France avec ses enfants. Mais alors que tout paraît engager Napoléon vers une fin irrémédiable, en septembre de cette même année 1819, arrive un événement heureux cette fois-ci. L'arrivée de la petite caravane. Cette fameuse petite caravane lui apporte, pour remplacer Lepage et Cipriani, son cuisinier et son maître d'hôtel, un certain Jacques Chandelier, ancien page rôtisseur aux Tuileries, et qui était un temps auprès de Pauline Bonaparte. Surtout, un trentenaire, Jacques Coursault, originaire de Vito, un ancien des greniers du Dodino, qui a été engagé par Duroc, puis à Rome pour Madamère, donc des hommes de confiance. Avec eux, Napoléon est vraiment dans de bonnes dispositions. Pour devenir aumônier, parce qu'on a besoin d'un aumônier en titre maintenant, on a choisi
dans l'entourage de Madame Mère, qui vit maintenant à Rome, un Corse, Antonio Bonavita. Il a 70 ans, le pauvre Bonavita. Confesseur de Laetitia à l'île d'Elbe, originaire de Corse donc, il a longtemps exercé son ministère en Espagne, puis outre-Atlantique, au Mexique, aux États-Unis. Et il a plein de belles choses à raconter à Napoléon. Ça va donc divertir ses soirées. À ses côtés, on trouve également, pour l'assister dans son ministère, un autre Corse, Angelo Paolo Vignali, qui sert de chapelain adjoint. Pourquoi deux hommes? Tout simplement parce qu'on est en territoire anglican. Et que ces deux chapelains doivent se confesser l'un à l'autre, et que s'il en a un qui flanche, l'autre lui servira pour le seconder. Enfin, pour médecin, et pour remplacer O'Meara, et qu'entre-temps un certain Verlig a été réfuté, que l'intérimaire John Stocco, ancien praticien du Conquéror, a été fâché avec le gouverneur et avec Napoléon, eh bien, l'empereur attend enfin un médecin digne de ce nom. Et celui qu'on lui présente, Francesco Antomarchi, est corse, originaire précisément de Mauriciglia. Il est venu au monde quelques jours après la prise de la Bastille, donc il est très jeune, né en 89, trop jeune sans doute, pour une telle responsabilité, car sa science paraît limitée. Après cette arrivée de tonitruante, image suivante, qui contribue à exciter les esprits, mais déçoit, la vie donc reprend son cours, calme, sans intérêt. Les journées paraissent sans saveur, mais Napoléon suit les conseils d'Antomarchi, contre toute attente. Il a décidé de quitter définitivement ses habits trop empesés d'empereur des Français pour ceux de simple jardinier. L'image du jardinier que vous voyez ici. Les journées qui n'étaient sans saveur, maintenant, il se prend au jeu. Dès le mois d'octobre 1819, donc un mois seulement après l'arrivée de la petite caravane, l'empereur demande et obtient de Hudson-Lowe, en grande faveur, bêches, râteaux, pelles, pioches, mais aussi tout ce qui permet de faire pousser plantes, fleurs, légumes, fruits, donc des semailles, du terreau en grande quantité. Napoléon n'est plus Louis XIV, c'est véritablement le nôtre qui agit là. Il semble se souvenir de ses premières années ajaxiennes. Vous rappelez-vous, au Milelli, le domaine qui appartenait à sa famille, où il s'occupait des oliviers de son père? Eh bien là, de la même manière, l'ex-souverain se mue en un jardinier de premier plan. Sa tenue, selon la description laissée par Marchand, comprend, je cite, une veste de nankin comme celle des fermiers, un pantalon de même étoffe avec pantoufles rouges et un chapeau de paille à large bord pour le préserver du soleil. Et dans cette tenue, c'est un tout autre homme qui se présente aux Anglais qui le surveillent. Il travaille d'arrache-pied. En quelques semaines, ce qui n'était encore qu'un ensemble sans charme fait songer, toute proportion gardée, à un parc à la française, digne des palais précédents. Une tonnelle voisine ainsi avec un kiosque de style chinois. Une haute volière en bambou aujourd'hui conservée à Châteauroux est réalisée de toutes pièces par un ouvrier asiatique avec en son sommet une sorte d'aigle. Elle accueillera faisans, poules, puis pigeons pour égayer les agréments de ce jardin venu de nulle part. Rien ne manque, pas même deux bassins, où l'on tente par tous les moyens de faire survivre des poissons, ni surtout une petite grotte si agréable les jours de grand soleil. Pour gagner du temps, Napoléon se lève très tôt, plus tôt même que ses 7 heures habituelles. Il exige que chacun de ses proches le suive dans sa nouvelle activité. Et quand il fait quelque chose, il faut y aller, il faut obéir à l'empereur. Son valet de chambre, Marchand, comme il le racontera, est le premier à recevoir ses ordres. « Allons, Marchand, lui dit Napoléon, prends cette bêche, fais-moi un trou pour planter cet arbre. Apporte un peu d'eau pour arroser celui-là. Va me chercher mon pied, ma toise. Va dire à Archambault qu'il apporte du fumier, et aux Chinois qu'il coupe du gazon. » Et tous les autres s'entendent dire « Ali, as-tu fait le chapitre que je t'ai donné hier? Pierron, comment n'as-tu pas terminé ce mur de gazon? Et Novera, toi le Suisse, qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin, paresseux? » Tout le monde doit travailler comme si on était sur un champ de bataille. C'est le seul et unique champ de bataille qu'il a à sa disposition, et il va s'en occuper avec beaucoup de sérieux. Mais on ne le reconnaît plus. Il redevient hyperactif, comme au temps de la splendeur, mais bientôt, trop engagé peut-être sans doute, plus enthousiaste qu'il ne le faudrait, il s'épuise à la tâche et ressent la fatigue.
Conséquence évidente, sa santé s'altère de nouveau en 1820. Il faut accepter de ne plus pouvoir soutenir un effort physique aussi intense. À regret, il se résout à abandonner ses travaux de jardinage et ses problèmes de santé le rattrapent. Sa santé. Il pensait l'avoir oubliée. Depuis tout ce temps, qu'il se tenait l'estomac, ou qu'il croyait que c'était l'estomac. Depuis tout ce temps où il croyait que ses ennuis l'avaient abandonné, eh bien non, ça revient. Antomarchi ne paraît pas inquiet. Il incrimine justement l'estomac, ce qui provoque la colère de Napoléon, qui a cette douleur, mais qui dit « Mais que me parlez-vous d'estomac? Je le tiens peut-être, mais je n'y ai jamais ressenti le moindre mal que vous pensez l'envisager. Alors, à quoi joue-t-il » Il est vexé. Alors le médecin vient moins souvent, forcément. Il s'occupe de l'empereur quand il le peut, le traite comme un vulgaire patient, et de nouveau les reproches ne se font pas attendre. « Antomarchi, vous venez me voir comme si vous me faisiez des visites à 30 sous. » Ajoutant même d'ailleurs à Marchand, une fois que le médecin est parti, « Quelqu'un a-t-il été plus mal soigné que moi par un tel Collione ?» En octobre 1820, Napoléon bénéficie d'une légère accalmie. Il veut en tirer profit, reprendre un petit peu ses travaux. Il souhaite surtout réunir ses textes, parce qu'il sait que la légende s'écrira à partir de ces documents. Il faut achever tout ce qui a été commencé, sans vraiment avoir été terminé. Et pour l'aider dans son travail, Ali est chargé de réunir de mettre au propre. Il classe ainsi la bibliothèque, qui n'a cessé de s'enrichir au fil des mois. Elle comptera d'ailleurs quelques 3500 volumes pour 1000 titres environ. Tous ces livres sont marqués d'un cachet, à l'encre noire figurant l'aigle aux armes impériales. Ali d'ailleurs précise, je le cite, « En général, ce n'était pas M. de Montholon qui mettait la dictée au net. C'était moi qui étais chargé de ce travail. Les feuilles de dictée étaient écrites au crayon. Ensuite, M. de Montholon les retirait sous mes yeux et complétait les mots qui étaient trop abrégés pour être lus. Mon travail terminé, je le donnais à l'empereur qui le relisait avec attention et y faisait les corrections ou changements qu'il jugeait à propos de faire. Mais s'il y avait trop de changements, alors ensuite je recopiais le tout. On peut donc être sûr que Napoléon a entièrement revu et corrigé l'ensemble. Mais parmi les principaux écueils de ce travail si important, Ali reconnaît quand même, pour lire l'empereur, il fallait avoir une grande habitude. Il n'y avait que les premières lignes de lisible. Ensuite, la nouvelle copie corrigée passait encore sous ses yeux et subissait encore des corrections. Et enfin, je faisais une copie avec soin et celle-ci était conservée ou envoyée en Europe. Il arrivait encore que sur cette copie, l'empereur changeait des mots. Bien que les sujets abordés paraissent divers, tout a donc été soigneusement réparti. À Bertrand, à Montholon, à Gourgaud, qui ont été donc des généraux qui ont connu la guerre au plus près, sont naturellement dévolues les campagnes du Directoire, puis de l'Empire, l'Italie, l'Égypte, mais au deuxième, les batailles impériales, jusqu'en Russie, et au dernier, les combats qui s'achèvent ici, à Waterloo. Napoléon leur confie « Quand je serai mort, chacun de vous aura la douce consolation de retourner en Europe. Vous verrez les uns vos parents, les autres vos amis. Moi, je retrouverai les braves aux Champs-Élysées. Tous viendront à ma rencontre. Ils me parleront de tout ce que nous avons fait ensemble. Il y aura du plaisir à cela, à moins que l'on ait peur là-bas de tant de guerriers ensemble. Les parutions, vous le savez, mesdames et messieurs, chers amis, seront espacées ensuite, suivant le retour des uns et le travail des autres. Les récits de la captivité de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène, signé Montholon, paraîtront en 1847. Le journal de Sainte-Hélène, par Gourgaud, ne date que de 1899, donc sont posthumes. Quant aux cahiers de Sainte-Hélène, tenus par Bertrand, on le sait, ils ne seront édictés qu'entre 1951 et 1959 de manière tout à fait abrégée. Cela fera de ces hommes, Montholon, Gourgaud, Bertrand, et surtout Lascaz avec son mémorial en 1823, cela fera d'eux les nouveaux, les éternels évangélistes modernes. Les ouvrages et manuscrits de Marchand, qui présentent Napoléon tel qu'il fut à Longwood, et surtout d'Ali, qui s'attache à fixer Longwood tel que le vit Napoléon, constitueront en sus de cela, si l'on peut dire, une sorte de Bible laïque
un manifeste politique et moderne comme jamais personne n'aura pu en constituer. Car l'empereur a accepté sa mission. Et sa passion, il le dit, c'est une folie. Il faut que je meure ici. Que la France vienne m'y chercher. Si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, il ne serait pas Dieu. Alors, il ne fait pas de comparaison, mais il dit que c'était le calvaire indispensable à sa situation. On le constate quand on le relit ces textes, tous les sujets sont abordés. Des milliers de pages ont été dictées. Cependant, comment connaître le véritable Napoléon? Alors ce que je vous propose ce soir, c'est de relire ces textes, tels qu'ils ont été dictés à Lascaz, à Bertrand, à Montholon, à Gourgaud, à Marchand, à Ali, à Betsy, et même face à Hudson Lowe, comment Napoléon a-t-il dicté ces témoignages? Je vous propose de les faire de manière avec un classement alphabétique. Les affaires. Je me suis décidé à quitter les affaires, dit-il, indigné de voir les meneurs de la France la trahir ou se méprendre grossièrement sur ses plus chers intérêts. Indigné de voir que la masse des représentants pouvait, plutôt que de périr, transiger avec cette indépendance sacrée. Brienne. Ce qui donne un prix bien extraordinaire à la bataille de 1814, c'est qu'elle se passa auprès d'un arbre que je considérais en cet instant et que je reconnaissais pour être celui au pied duquel, durant nos récréations d'écoliers, à l'âge de 12 ans, je venais lire la Jérusalem délivrée. Caractère. Comment les souverains de l'Europe peuvent-ils laisser polluer en moi ce caractère sacré de la souveraineté? Ne voient-ils pas qu'ils se tuent de leurs propres mains à Sainte-Hélène? Croient-ils donc le bon sens des peuples insensible à leur morale? Et qu'en attendent-ils? Toutefois, faites vos plaintes. Que l'Europe les connaisse et s'en indigne. Les miennes sont au-dessous de ma dignité et de mon caractère. J'ordonne ou je me tais. Disparition. Après tout, ils auront beau retrancher, supprimer, mutiler. Il leur sera bien difficile de me faire disparaître tout à fait. Un historien français sera pourtant bien obligé d'aborder l'Empire. Et s'il a du cœur, il faudra bien qu'il me restitue quelque chose, qu'il me fasse ma part. Et sa tâche sera aisée, car les faits parlent. Il brille comme le soleil. Guerre. Le succès à la guerre tient tellement au coup d'œil et au moment que la bataille d'Austerlitz, gagnée si complètement, eût été perdue si j'eusse attaqué 6 heures plus tôt. Marengo était la bataille où les Autrichiens s'étaient le mieux battus. Leurs troupes s'y étaient montrées admirables, mais leur valeur s'y enterra. On ne les a plus retrouvées depuis. Les Prussiens n'ont pas fait à Iéna la résistance qu'on attendait de leur réputation. Du reste, les multitudes de 1814 et de 1815 n'étaient que de la canaille auprès des vrais soldats de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna. Joséphine. Joséphine était la déesse de la toilette. Toutes les modes lui seillaient. Tout ce qu'elle portait prenait, par cela seul, un cachet de distinction. Elle était en outre d'une extrême bonté. Joséphine était la grâce personnifiée. Elle embellissait tout autour d'elle. Sa toilette était parfaite. Elle dut à son goût, petite Betsy, elle dut à son goût exquis dans la parure de traverser les années sans rien perdre de son charme. Moscou. Sans l'incendie de Moscou, j'aurais réussi. J'aurais passé l'hiver. Et il y avait dans cette ville environ 40 000 habitants qui étaient, pour ainsi dire, esclaves. Car vous savez sans doute que la noblesse russe tient ses vassaux en une sorte d'esclavage. J'aurais proclamé la libération de tous les esclaves en Russie et aboli le servage et la noblesse. Cela m'aurait procuré un parti immense et puissant. J'aurais fait la paix à Moscou, ou bien j'aurais marché sur Saint-Pétersbourg l'année suivante. Alexandre le savait. Aussi avait-il envoyé ses diamants, ses objets précieux et ses vassaux en Angleterre. Sans ces incendies, j'aurais tout réussi. Orient. Les plus petites circonstances conduisent les plus grands événements. La faiblesse d'un capitaine de frégate qui prend en chasse au large au lieu de forcer son passage dans le port, quelques contrariétés de détail dans quelques chaloupes ou bâtiments légers
ont empêché que la face du monde ne fût changée. Saint-Jean d'Acre enlevé, l'armée française volait à Damas et à Alep. Elle eût été en un clin d'œil sur l'Euphrate. Les chrétiens de la Syrie, les Druzes, les chrétiens de l'Arménie se fussent joints à elle. La population allait être ébranlée. J'aurais atteint Constantinople et les Indes, j'eusse changé la face du monde. Popularité. J'ai plutôt été abandonné que trahi. Il y a eu plus de faiblesse autour de moi que de perfidie. C'est le reniement de Saint-Pierre. Le repentir et les larmes peuvent être à la porte. À côté de cela, qui, dans l'histoire, eut plus de partisans et d'amis? Qui fut plus populaire et plus aimé? Qui, jamais, laissa des regrets plus ardents et plus vifs? Trésors. Vous voulez connaître les trésors de Napoléon? Ils sont immenses. Il est vrai. Mais ils sont exposés au grand jour. Allez les voir, les voici. Le beau bassin d'Anvers, celui de Flessingue, les ouvrages hydrauliques de Dunkerque, du Havre, de Nice, le gigantesque bassin de Cherbourg, les ouvrages maritimes de Venise, les belles routes d'Anvers, à Amsterdam, de Mayence, à Metz, de Bordeaux, à Bayonne, les passages du Simplon, du Mont-Cenis, du Mont-Genève, de la Corniche, qui ouvrent les Alpes dans 4 directions. Dans cela seul, vous trouveriez plus de 800 millions. Voilà qui forme un trésor qui durera des siècles. Voilà les monuments qui confondront la calomnie. Utopie. L'Europe n'eut bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple. Et chacun, en voyageant partout, se fut trouvé toujours dans la patrie commune. De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, glorieuse, tranquille, j'eusse proclamé ses limites immuables. Toute guerre future, purement défensive. Tout agrandissement nouveau, antinational. J'eusse associé mon fils à l'Empire. Ma dictature eût fini, son règne constitutionnel eût commencé. Paris eût été la capitale du monde, et les Français, l'envie des nations. Vertu. Tout proclame l'existence d'un Dieu, c'est indubitable. Mais toutes nos religions sont évidemment les enfants des hommes. Pourquoi y en avait-il autant? Pourquoi la nôtre n'avait-elle pas toujours existé? Pourquoi était-elle exclusive? Et que devenaient les hommes vertueux qui nous avaient devancés? Pourquoi ces religions se décriaient-elles, se combattaient-elles, s'exterminaient-elles? Pourquoi cela a-t-il été de tous les temps, de tous les lieux? C'est que les hommes sont toujours les hommes. Enfin, Waterloo. Journée incompréhensible. Concours de fatalité inouïe. Grouchy. N'y a-t-il eu que du malheur? Ah, pauvre France. Et pourtant, tout ce qui tenait à l'habileté avait été accompli. Tout n'a manqué que quand tout avait réussi. On le voit, Napoléon se sait condamné. Et il donne, finalement, avec ses différents témoignages, il donne des directions pour les générations à venir. Mais il n'a plus d'espoir. À la fois épié dans ses moindres mouvements, image suivante, traqué, humilié, il veut profiter des derniers jours qui lui restent pour marquer les générations futures, pour se transfigurer. Avant de quitter ce monde, l'empereur met de l'ordre dans ses affaires. Après avoir longtemps repoussé l'échéance, il comprend qu'au mois d'avril 1821, il faut rédiger son testament. Le 13, alors que 3 ans plus tôt, il avait déjà commencé un peu avec Bertrand, le 13 avril, il a exigé de Montholon, je cite, « Je vous dicterai, Montholon, de rédiger mes dernières volontés aujourd'hui. Revenez à midi. » À partir de cet instant et pendant 2 jours, il s'enferme de longues heures et les 2 hommes, Montholon et Napoléon, établissent un texte principal auquel se sont ajoutées plusieurs versions de codicilles rendues nécessaires pour préciser à la fois les personnes, les objets et la manière dont l'ensemble sera disposé. Le souhait de Napoléon est non seulement d'être équitable, mais aussi, comme il l'a avoué à Bertrand, de faire son examen de conscience. Il désire payer toutes les dettes, même celles de son enfance. Le 15, il prend la plume personnellement.
et il écrit avec beaucoup de difficulté les premières phrases. La toute première, apposée en haut de la page, est de la plus haute importance. On lit, et c'est exposé ici à Waterloo, « Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. » Toutes les supputations sont maintenant levées. Celui qui a signé le Concordat avec Pie VII, 20 ans plus tôt, cherche donc à souligner son attachement à l'éducation de ses parents et à leurs croyances. Puis immédiatement viennent ces instructions d'inhumation. « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Son vœu est donc de s'installer, ou du moins que son cercueil soit non loin de Paris, ou dans la capitale même, peut-être à Notre-Dame, lieu du sacre. Cela peut correspondre aussi aux Invalides, entourés de soldats, et non, comme on aurait pu l'imaginer, à la basilique Saint-Denis, auprès des rois de France, ou même, comme il l'avait peut-être dit, en Corse. Le testament se compose de 3 parties distinctes et successives. La première d'ordre purement politique, la seconde dans laquelle le futur défunt tient à récompenser les meilleurs serviteurs de son règne, et la troisième se veut un acte de reconnaissance collectif à l'égard de tous ceux qui, de 1792 à 1815, je cite, avaient souffert des maux engendrés par les guerres livrées depuis 30 ans pour la grandeur et l'indépendance de la France. Les nouvelles qui parviennent de France, ensuite, à la fin du mois d'avril, ne sont pas bonnes. Déjà, depuis quelque temps, il a appris la mort de sa sœur, Elisa, ce qui le rend pessimiste. Il confie d'ailleurs à ses compagnons d'infortune « Voilà la première personne de ma famille partie pour le long voyage. Quelques mois encore, et j'irai la rejoindre. » Il ne croyait pas si bien dire. Il ajoute devant Antomarchi « Il en est de mon corps comme de mon esprit. On n'en tirera rien par force, mais avec de la douceur et des manières. » Et en présence de Bertrand, il confirme « Je ne passerai pas l'année. » Dès le mois de janvier, il l'avait compris, mais à partir de ce mois d'avril, il exige d'Antomarchi que tout soit fait après sa disparition, selon les règles de l'art. Il dit à Antomarchi « Je souhaite encore que vous preniez mon cœur, que vous le mettiez dans l'esprit de vin, et que vous le portiez à Parme, à ma chère Marie-Louise. Vous lui direz que je l'ai tendrement aimé, que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Vous lui raconterez tout ce que vous avez vu, tout ce qui se rapporte à ma situation et à ma mort. Je vous recommande surtout de bien examiner mon estomac, d'en faire un rapport précis, détaillé, que vous remettrez à mon fils. » Sentant sa fin approcher, il demande à Marchand et à Ali de veiller sur lui nuit et jour. Sa porte restera donc consignée pour tout le monde. Et afin de ne laisser le soin à personne de régider son faire-part de décès, eh bien, Napoléon lui-même décide d'en dicter le contenu. Les termes employés sont pesés, puisque destinés à Hudson-Lowe, bien sûr. Monsieur le gouverneur, l'empereur Napoléon est mort à la suite d'une longue et pénible maladie. J'ai l'honneur de vous en faire part. Il m'a autorisé à vous communiquer, si vous le désirez, ses dernières volontés. Je vous prie de me faire savoir quelles sont les dispositions prescrites par votre gouvernement pour le transport de son corps en Europe, ainsi que celles relatives aux personnes de sa suite. Seule l'heure et la date exacte seront à compléter. La fin du mois permet, image suivante, de répartir objets et effets, mais aussi certains présents et quelques livres entre ses plus fidèles soutiens. Pour Pâques, le 22 avril, une dernière messe est célébrée. Puis Napoléon garde le lit pendant quelques jours. Son sommeil est de plus en plus haché, il se réveille en pleine nuit, crache une sorte de matière noirâtre semblable au marc de café. Et après avoir été installé dans la bibliothèque, afin de faciliter les déplacements de chacun et pour lui apporter un peu d'air, il a été transporté dans le salon. On le couche dans son lit de camp, son fameux lit de camp, entre 2 fenêtres, avec un second canapé dans l'angle, s'il venait de se lever et à manquer de force pour se transporter seul. Comme il se plaint de plus en plus du froid et de l'humidité, on le change encore de place, cette fois face à la cheminée. Et parfois on ouvre sa fenêtre pour y faire entrer le soleil, mais très vite. Il exige une plus rassurante pénombre, et les volets resteront clos. Le mal fait son œuvre. Dans la nuit du 25 au 26, il est en proie aux hallucinations les plus étranges. Il voit dans ses délires sa bonne Joséphine, qui se refuse à lui donner un baiser et s'est envolée. Le 27,
C'est plus terrible encore. Marchand nous raconte. L'empereur avait passé plusieurs heures de la journée à cacheter, à inventorier ses boîtes, ses tabatières et d'autres objets destinés à son fils. Cette journée fut une des plus fatigantes qu'eût encore éprouvé l'empereur dans le cours de sa maladie, une des plus affligeantes pour nous, par le développement de ces symptômes qui annoncent une fin prochaine. À plusieurs reprises, les vomissements le forcèrent de suspendre la dictée de ses dernières volontés. Tout ce que nous fîmes pour l'engager à cesser un travail qui causait des accidents si graves ne put l'en détourner. Il souffre. À Marchand, toujours, Napoléon confie « C'est vrai, Marchand, je suis bien fatigué. Je le sens, peu de temps me reste et il faut en finir. Donne-moi un peu de ce vin de Constance que Lascaz m'a envoyé. Une larme ne saurait me faire de mal. Il me ranimera, je ne veux rien faire pour abréger mes jours, mais je ne tirerai pas la paille pour les prolonger. » Et pour lui préciser d'où vient la douleur, il lui dit en le montrant sur son côté « C'est là, c'est une lame de rasoir qui me coupe en glissant. » Alors il boit une dernière gorgée du breuvage, et ensuite il délire de nouveau. Ses rêveries nocturnes le transportent à Versailles, au milieu de la garde nationale, puis en Corse, et enfin auprès de son fils. Au matin, à peine est-il éveillé que sa voix commence à trembler, puis s'affaiblit. Il réclame un dernier café, ce qui fait pleurer Bertrand, qui raconte « Que d'idées sur un si grand changement. Les larmes m'en sont venues aux yeux en regardant cet homme si terrible, qui commandait si fièrement, d'une manière si absolue, suppliait pour une cuillerée de café, sollicitait la permission, ne l'obtenant pas, revenant et toujours sans succès, toujours sans humeur. Dans d'autres moments de sa maladie, il envoyait paître ses médecins et leurs conseils, et faisait ce qu'il voulait. Mais maintenant, misérable, humble, il avait à présent la docilité d'un enfant. Nous sommes maintenant le 1er mai. L'empereur ne se souvient plus du tout de rien, ni de quiconque. Il commence même à confondre les personnes. Ah, il reconnaît juste Fanny Bertrand, avec laquelle pourtant il s'était brouillé au cours des derniers mois. Elle est enfin revenue le voir les 28 février, puis les 6 et 10 mars, et donc il la reconnaît. Mais comme il a demandé des nouvelles de ses enfants, et qu'elle est très émue, elle est revenue une dernière fois. Or, comme elle n'a pas connu l'agonie, car elle était victime d'une fausse couche 3 mois plus tôt, eh bien, Fanny, lorsqu'elle arrive, elle va confier à Bertrand, et surtout à Marchand à côté, quel changement s'est opéré chez l'empereur depuis que je ne l'ai vu. Ses traits amaigris, cette longue barbe, lui qui était toujours si propre, m'ont impressionné, bien douloureusement. L'empereur a été bien cruel pour moi en se refusant à me recevoir, mais maintenant, je suis bien heureuse de ce retour d'amitié, mais je serais davantage s'il avait voulu de mes soins. Elle en était fait congédier rapidement, après seulement quelques minutes, parce que Napoléon, en voyant Fanny, repense à Joséphine, et on comprend que sa douleur est terrible. Puis arrive le tour de Vignali, le fameux aumônier. Parce que Buonavita a déjà quitté l'île, trop vieux, trop âgé, trop difficile de survivre dans ces conditions dramatiques, et surtout le climat l'empêche de vivre sereinement, donc Buonavita a pris le bateau. Vignali vient confesser le mourant. Pendant une demi-heure, il lui accorde ensuite l'extrême-onction. L'abbé fait comme si Napoléon n'avait jamais avoué à Bertrand qu'il lui avait demandé un jour ce qu'était le repos éternel. Bertrand, il n'y a rien après. On a donc, sans tenir compte de ses confidences, dressé un autel dans la salle à manger pour se préparer à toute éventualité, et Napoléon, qui a quand même dit qu'il était dans la religion apostolique et romaine, n'a plus bougé. Son regard seulement était attiré par une seule chose, un seul élément, le portrait de son fils, accroché au-dessus de son lit. Le 2 mai, on le croit cette fois mort. Mais tandis que Marchand s'agenouille au pied de son lit, Napoléon se relève. Alors tant bien que mal, mais il dit juste « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Puis après quelques heures, sans parler, regardant toujours le portrait du roi de Rome, il demande qu'on s'occupe de ses domestiques chinois avec attention et qu'ils soient bien traités. Le 3 mai, les locataires de Longwood comprennent qu'aucun espoir n'est plus permis. Les yeux mourants, il remercie ses médecins de l'autoriser à boire, parce qu'il y a plusieurs médecins maintenant, les Anglais sont là aussi. Un hoquet le prend, et ne parvient pas à s'en défaire facilement. Il reçoit enfin une dernière visite. Et quelle visite! Son fameux garde suisse, Noverra, qui était alité depuis le 6 avril, mais qui est venu et qui est tenu absolument à lui faire ses adieux. Et quand il le voit, Napoléon le reconnaît enfin. Noverra.
Tu as bien changé, mon garçon, te voilà mieux? Je suis bien aise de te savoir hors de danger. Ne te fatigue pas à rester sur tes jambes. Va te reposer. Puis de nouveau seul, on lui administre du calomel pour essayer de faire un aspect vomitif, mais ça aura l'effet bien sûr terrible que l'on connaît à la suite. Ensuite, il ne bouge plus. Il prend un peu de crème, du riz, et reste allongé. Le 4, veille du jour fatal, il reçoit les derniers soins. Après encore du calomel, on lui fait boire un bouillon et de l'eau de fleurs d'oranger qu'il aime tant. Il touche une dernière fois la joue de Marchand, en lui pinçant, mais avec si peu de force. Regarde un peu autour de lui et demande « Comment s'appelle mon fils ?» Et Marchand lui répond « Napoléon ». Le pouls est faible, la nuit qui suit est une succession de souffrances et de râles. Il gémit, il manque de tomber, il faut l'intervention de Montholon pour qu'il ne chute pas sur le parquet. Le dernier jour débute, Napoléon est là, en compagnie de ses plus fidèles soutiens. Il est là, il attend. On retrouve le couple Bertrand avec tous les enfants, le général Montholon, mais aussi Vignali, les derniers domestiques au grand complet, Marchand, Ali bien sûr, mais aussi Pierron, Noverra et tous les autres. Le jour commence à tomber sur Longwood. Derrière les persiennes dardent les derniers rayons du soleil, et Napoléon, on le sait, vit ses dernières secondes. Malgré un léger mouvement dans les prunelles, il ne semble plus rien distinguer, il respire à peine. La dernière nuit a été agitée. Au petit matin, enfin, il s'est calmé. Afin de lui permettre de mieux respirer, ses oreillers ont été remontés dans son dos. Il est vêtu d'une longue chemise, telle que celle que vous voyez ici à l'exposition, avec un simple gilet de flanelle. Au coin de l'œil gauche, on perçoit une larme. On lui essuie. À 8 heures du matin, c'était encore quelques gémissements, puis la respiration s'adoucit. On devine les derniers mots. Mon fils. Tête. Armé. Il cherche de la main à toucher son front, mais brûlant de fièvre, transpirant, quelques gouttes d'eau sur ses lèvres n'ont pas paru apaiser sa soif. Chacun sait qu'il ne lui reste que quelques instants à vivre. À Plantation House, Hudson Law, qui était convaincu jusqu'au bout qu'il avait joué le rôle du malade, a maintenant compris. Il a compris que son adversaire allait s'éteindre. Se souvient-il à ce moment-là, Hudson Law, de l'anathème que le mourant a jeté sur lui 5 ans plus tôt, lorsqu'il s'était vu quasiment au tout début? Votre nation, votre gouvernement, vous-même serez couverts d'opprobre à mon sujet, et vos enfants le partageront. Ainsi le voudra la postérité. Depuis midi, l'empereur ne bouge plus. Les derniers soins apportés par Antomarchi n'ont servi à rien. Le médecin tient maintenant le doigt sur la jugulaire et sent les derniers mouvements sanguins. La bouche s'ouvre, un dernier ictus, 3 soupirs. Dernier souffle. Marchand raconte, l'anxiété du docteur Antomarchi redouble. Cette main qui guidait la victoire et dont il compte les pulsations s'est glacée. Le docteur Arnott, les yeux sur sa montre, compte les intervalles d'un soupir à l'autre. 15 secondes, puis 30, puis une minute s'écoule. Selon les mots de Marchand, l'empereur n'est plus. Il est 17h49, le 5 mai 1821. C'était il y a 200 ans. Merci beaucoup de votre attention pour cette conférence. Je remercie également, bien entendu, le mémorial de la bataille de Waterloo 1815 pour son accueil, le Souvenir napoléonien qui a organisé cette conférence. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et surtout de vous revoir toutes et tous le plus rapidement possible, cette fois en direct et ensemble. Il n'y a donc pas de questions et donc à très bientôt. Et comme on le dit très souvent entre nous lors des conférences napoléoniennes, vive l'empereur. À bientôt.